Ce club d'élite qui domine la planète. Déclaration de Richard Gardner dans le Foreign Affairs, avril 1974, page 558. En bref, ouvrez les guillemets, l'édifice de l'ordre mondial, fermez les guillemets, devra être construit de bas en haut plutôt que de haut en bas. Un faux fuyant contournant la souveraineté nationale et l'érodant morceau par morceau donnera de bien meilleurs résultats qu'un assaut frontal suranné. Le 16 juillet 1992, Bill Clinton, fraîchement choisi par la Convention démocrate pour être son candidat au présidentiel, fit un discours de grande envergure mais très convenu sur l'unité, les idéaux, les citoyens et le pays. Seule originalité de sa prise de parole, il fit part, à la fin de son discours, de l'influence qu'avait exercée sur lui son mentor à l'université de Georgetown, Carroll Quigley, influence évoquée dans le même souffle que celle de Kennedy. Dans sa carrière de président, Clinton a mentionné Carroll Quigley à de nombreuses reprises. Pour quelle raison M. Quigley resta-t-il à ce point inoubliable pour lui ? À l'origine, le professeur Carroll Quigley conduisait les recherches universitaires sur le pouvoir des clubs d'élite anglo-américains, estimant qu'ils influençaient de façon décisive la quasi-totalité des événements majeurs dans le monde. En d'autres termes, le professeur Quigley était un maître de la théorie du complot. Quigley était diplômé de Harvard, il a travaillé au laboratoire d'idées de la Brookings Institution au ministère de la Défense américain, à la Navy, et s'est lié avec de nombreux agents de la CIA. Faisant partie du cercle, entre guillemets, il était en contact avec de nombreux dossiers top secrets. Il n'éprouvait pas d'antipathie envers l'élite oligarchique dirigeante et ses idéaux pour l'avenir de la planète, mais il émit des réserves sur certaines pratiques. Son travail, couplé à des recherches ésotériques obscures, eut la chance de ne pas subir les pressions et menaces habituelles contre quiconque se livre à ce genre d'investigation. Au cours des 20 années et plus qu'il a consacré à ses recherches, il eut à traiter de nombreux documents confidentiels et classifiés. Et les historiens américains n'avaient personne pour le remplacer ni pour le contester. Ses écrits représentaient des défis et, tant que sa doctrine ne mettait pas en danger ses contemporains au pouvoir, le cercle des élites n'avait pas de raison de l'éliminer. Selon le professeur Quigley, le Council on Foreign Relations, le groupe de Bilderberg, la Royal Institute of Foreign Affairs et la Commission trilatérale sont des organisations qui forment le noyau de l'oligarchie mondialiste. Le CFR, qui compte 4700 membres, est l'école du parti centriste. Ceux qui entrent par la porte de cette institution sont en de bonne voie pour devenir des décideurs politiques de stature internationale. Le groupe de Bilderberg augmenta la proportion de l'élite d'origine européenne et la commission trilatérale, qui regroupe 300 à 400 personnalités, augmenta la proportion des membres d'origine japonaise et asiatique. Depuis ses débuts, les membres du CFR sont aussi membres d'autres organisations dont sont issus des poids lourds politiques bien connus dans le monde entier. L'ancien ministre des Affaires étrangères américain Henry Kissinger, David Rockefeller, du comité international de JP Morgan, Nelson Rockefeller, le prince Philippe d'Angleterre, Robert McNamara, ministre de la Défense sous Kennedy et, plus tard, le président de la Banque mondiale, l'ancien premier ministre britannique, Margaret Thatcher, l'ancien président français et l'un des principaux concepteurs de la Constitution européenne, Valéry Giscard d'Estaing, le ministre de la Défense George W. Bush, Donald Rumsfeld, l'ancien conseiller à la sécurité nationale Zbigniew Brzezinski, l'ancien président de la Fed Alan Greenspan et le grand maître Keynes. Sans oublier les banquiers internationaux qui sont les vrais patrons en coulisses de tous ces réseaux et organisations. Les Rothschild eurent l'occasion de présider les conférences du groupe Bilderberg et la famille Warburg organisait des réunions pendant ses vacances d'été dans la station de Saltsjöbaden en Suède. À l'université, Clinton écouta attentivement les instructions de son mentor. Il comprit vite que pour réussir en politique, la lutte personnelle était vouée à l'échec et qu'il fallait entrer dans les réseaux concentrant le noyau du pouvoir, de sorte à, ouvrez les guillemets, obtenir un vent favorable qui le propulserait, fermez les guillemets. Effectivement, Clinton rejoignit la commission trilatérale et le CFR en 1989. Déjà, à l'obtention de son diplôme à l'université de Georgetown, il se vit attribuer une bourse pour étudier à l'université d'Oxford. Cette bourse sont des programmes destinés à former les futurs cadres importants du gouvernement mondial.
En 1991, alors qu'il était gouverneur de l'Arkansas, il fit une apparition à la réunion annuelle du groupe de Bilderberg en Allemagne. Cet avancement de carrière soudain dut faire des jaloux car nombre de grands gouverneurs américains souhaitaient participer depuis longtemps à cette réunion des super-élites. Un an plus tard seulement, le gouverneur inconnu de l'Arkansas battait même George Bush et accédait à la présidence des États-Unis. Avec tout ce qu'il devait à Quigley, il n'est pas étonnant que Clinton ait gardé en permanence à l'esprit les enseignements de son mentor. Le groupe Bilderberg. Citation de David Rockefeller en 1991. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été soumis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. Le groupe Bilderberg a été créé sur l'initiative du prince Bernhard des Pays-Bas en 1954 et doit son nom à l'hôtel dans lequel s'est tenue la première réunion. Le groupe Bilderberg est la version internationale du CFR et fut lancé par des banquiers européens, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des gens issus des médias et d'éminents universitaires. Il est à la source de quasiment toutes les institutions de l'Union européenne, son but ultime étant de créer un gouvernement mondial. La plus grande caractéristique de cette organisation réside dans l'aura de mystère qui l'entoure. Le siège du groupe de Bilderberg est situé à l'ouest des Pays-Bas, à Leyde, et dispose d'un téléphone mais pas de site internet. Un petit nombre de militants entre guillemets complotistes, comme l'anglais Tony Gosling ou l'américain James Tucker, se sont creusés la cervelle pour obtenir l'adresse des réunions et des informations sur l'ordre du jour du groupe, généralement sans succès. Tucker a espionné le groupe pendant 30 ans et en a publié un livre. L'historien Pierre de Wilmerest et le journaliste William Wolf avaient déjà copublié Faits et chroniques interdits au public, dont les tomes 1 et 2 racontent le développement secret du groupe de Bilderberg. Le sociologue belge Geoffrey Guentz a écrit un livre dont un chapitre est également consacré au groupe. L'ancien vice-président de la Commission européenne, membre du groupe de Bilderberg, Étienne Davignon, insistait pour dire qu'il ne s'agit pas d'un complot capitaliste pour diriger le monde. Le président de l'Institut français des relations internationales, entre parenthèses IFRI, Thierry de Montbrial, est membre du groupe depuis plus de 30 ans et affirme qu'il s'agit d'un simple « club » entre guillemets. Un communiqué de presse officiel du groupe Bilderberg en 2002 déclare que l'unique activité du groupe tient dans l'organisation d'une réunion annuelle. On n'y propose pas de résolution, pas plus qu'on y organise des votes, et on n'y proclame aucune politique. Le groupe de Bilderberg ne serait donc qu'un petit forum international souple et informel. Les participants au forum peuvent exprimer une variété de points de vue différents afin d'améliorer leur compréhension mutuelle. L'économiste britannique Will Hutton a dit que les réunions de Bilderberg permettaient d'élaborer un consensus devant servir de prélude à la politique mondiale. Cette façon de dire les choses était proche de la vérité. Toutes les discussions qui se déroulent lors des réunions du groupe allaient devenir les futures politiques établies du G8, du FMI et de la Banque mondiale. Les médias dominants se sont toujours montrés dociles comme des agneaux devant le groupe. En 2005, déployant une approche rhétorique typique, le Financial Times tenta de minimiser le tumulte provoqué par la théorie du complot. En réalité, toute remise en question du groupe le plus puissant du monde est systématiquement ridiculisée et dénoncée comme participant de la théorie du complot. Les députés britanniques et les décideurs américains ou autres membres du groupe disent que c'est juste, entre guillemets, un lieu de discussion. Un endroit où les gens peuvent, entre guillemets, exprimer librement leur point de vue. F. William Engdahl, dans son livre « Pétrole, une guerre d'un siècle, l'ordre mondial anglo-américain », a rapporté ce qu'il s'est secrètement passé en 1973, en Suède, lors de la réunion annuelle du groupe. Les premières années qui suivirent l'effondrement du système de Bretton Woods, le statut du dollar, sa réputation et sa valeur connurent une crise sans précédent. Après avoir été découplée de l'or, la devise nord-américaine se comportait comme un cerf-volant
dont on a rompu le fil, emporté par les vents de la tourmente financière mondiale. Mais les banquiers internationaux de l'époque étaient loin d'avoir terminé leur travail préparatoire pour la future monnaie mondiale. Les pensées et les idées n'étaient pas encore tout à fait claires. En 1969, personne ne s'enquit du grand lancement de la monnaie mondiale des droits de tirage spéciaux. En 1973, voyant les événements leur échapper, les banquiers internationaux menèrent des consultations d'urgence au sein d'une réunion de Bilderberg pour essayer de contenir la situation périlleuse dans laquelle se trouvait la finance mondiale et restaurer à nouveau la confiance du public dans le dollar. Walter Levy, un stratège financier américain, proposa un plan audacieux et surprenant, à savoir laisser la flambée des prix du pétrole atteindre 400%, car il était possible d'en tirer profit. Les grandes entreprises pétrolières et un consortium de 84 membres participèrent à cette réunion. Engdahl en conclut. Ce que les puissants regroupés à Bilderberg avaient décidé de façon évidente en ce mois de mai était de lancer un assaut colossal contre la croissance industrielle dans le monde afin de faire pencher la balance du pouvoir une nouvelle fois à l'avantage des intérêts financiers anglo-américains et du dollar. Pour ce faire, ils décidèrent d'utiliser leur arme la plus efficace, le contrôle des flux mondiaux de pétrole. La politique de Bilderberg était de déclencher un embargo mondial sur le pétrole pour forcer une augmentation radicale des prix mondiaux des hydrocarbures. Depuis 1945, le pétrole mondial a été fixé en dollars, selon une habitude internationale puisque les sociétés pétrolières américaines dominaient le marché de l'après-guerre. Par conséquent, une augmentation importante et soudaine des prix des hydrocarbures signifiait une augmentation radicale équivalente de la demande mondiale en dollars pour payer les achats nécessaires en hydrocarbures. Pour qualifier la flambée des prix du pétrole qui s'ensuivit, Kissinger évoqua laconiquement un recyclage des flux de pétrodollars. La commission trilatérale. Extrait de Louis Brandeis, juge à la Cour suprême des États-Unis. Dans ce pays, nous pouvons avoir la démocratie ou nous pouvons avoir une forte concentration de richesses, mais nous ne pouvons avoir les deux. Brzezinski fut non seulement le personnage central de la commission trilatérale, il était surtout le conseiller spécial de David Rockefeller. Sur ces conseils, Rockefeller décida de réunir les meilleurs cerveaux du monde pour résoudre les futurs problèmes. Cette idée fut proposée pour la première fois en 1972 et fut largement débattue et acceptée lors de la réunion annuelle du groupe de Bilderberg de cette même année. Brzezinski publia en 1970 son célèbre ouvrage Between Two Ages, entre deux époques, appelant à la mise en place d'un nouveau système monétaire international et à un gouvernement mondial. Ce livre fut considéré comme la Bible de la commission trilatérale. Les fondations Rothschild et Ford, dans un élan de générosité, apportèrent un solide appui financier au fonctionnement de la commission trilatérale. Les principaux membres de la trilatérale venaient d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale et du Japon. Il s'agissait de grands banquiers, d'importants entrepreneurs et de politiciens célèbres. Elle établit 3 sièges à New York, Paris et Tokyo, dont chacun était doté d'un président. Celui de New York fut bien évidemment David Rockefeller, et Brzezinski, son directeur exécutif. C'est lui qui recommanda vivement Jimmy Carter, le gouverneur de Géorgie, à Rockefeller, pour le faire entrer dans la commission trilatérale. Ce fut une étape importante de son ascension. 5 ans plus tard, à la Maison-Blanche, est le début d'une relation très cordiale avec Brzezinski. De manière analogue, Clinton a suivi dans sa jeunesse les conseils de son mentor Quigley et s'est approché activement de la trilatérale et du CFR jusqu'à la réalisation de son rêve présidentiel. La trilatérale et le Bilderberg sont des organismes périphériques du CFR et les décisions les plus importantes et les plus secrètes ne sont prises que dans les cercles de Londres et de Wall Street. La trilatérale et le Bilderberg cherchent à définir une pensée unique, une marche coordonnée. La mission la plus importante de la trilatérale consiste à ne ménager aucun effort pour promouvoir les grands idéaux qui constituent un gouvernement mondial, une monnaie mondiale et, finalement, un axe Londres-Wall Street qui tracerait la voie au nouvel ordre mondial. En 1975, la commission trilatérale s'est réunie à Tokyo et, dans un rapport intitulé An Outline for Remaking World Trade and
Finance, c'est-à-dire un aperçu pour reconstruire la finance et le commerce mondial, il était observé, 2 points. Les trois parties, États-Unis, Europe, Japon, coopèrent au maintien de la paix, à la gestion de l'économie mondiale. Elles coopèrent à favoriser le développement économique, à réduire la pauvreté dans le monde, ce qui permettra d'améliorer les chances d'une évolution pacifique et sans heurts du système mondial. Ce que ne fait pas le groupe de Bilderberg, mais que fait la commission trilatérale, est que celle-ci absorbe les étoiles montantes de l'économie japonaise. Entre parenthèses, entrepreneurs et banquiers japonais de renom, élargissant ainsi la base de l'élite mondiale. Les banquiers internationaux saisissent bien l'importance d'attirer constamment du sang frais pour le futur gouvernement mondial, la monnaie mondiale et l'impôt mondial. Plus tard, dans le sillage de leur développement économique, d'autres pays et régions d'Asie ont également obtenu les faveurs des banquiers internationaux. Le problème n'est pas tant de savoir si un gouvernement mondial est souhaitable ou non, mais de savoir qui en serait à la tête, si ce nouveau souverain serait en mesure de développer une prospérité commune et le progrès social. À en juger par les pratiques sociales des élites, au cours des 200 dernières années, le grand public ne semble pas placer ses espoirs dans leurs promesses. Après avoir subi de nombreuses guerres et récessions, les gens ont enfin compris plusieurs choses. À savoir, il n'existe pas de liberté économique, la liberté politique n'est qu'une façade, et il n'y a pas non plus d'égalité économique. Le système démocratique s'est éloigné de ses fondamentaux et il est devenu malgré lui un accessoire pour les jeux d'argent très spéciaux. Si l'on dit que l'essence de la liberté est le pouvoir du peuple de choisir, la route vers le futur gouvernement mondial n'emprunte alors qu'une seule direction et l'élite mondiale l'a déjà choisie pour lui. Concluons ce chapitre en rappelant les propos tenus par le fils de Paul Warburg, le banquier James Warburg. Nous aurons un gouvernement mondial, que nous le voulions ou non. La seule question est de savoir si ce gouvernement mondial sera instauré par le consentement ou par la force. Déclaration du 7 février 1950 devant le Sénat des États-Unis.